Bonjour à tous, bienvenue donc dans ce podcast donc sur l'évolution et les enjeux de la logistique aval. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de d'accueillir Jean-François Herbert pour ce sujet. Bonjour Jean-François. Bonjour Boris. Merci d'avoir accepté mon invitation là pour parler de donc, ce sujet de la logistique aval et très Merci à toi. plus particulièrement un petit peu les enjeux parce que c'est vrai que on a pu voir un petit peu que c'est quand même un sujet qui a été ces dernières années quand même un petit peu au cœur de l'actualité et notamment des enjeux de la supply chain. Ouais. Et donc, je vais juste te dire deux mots hein, sur moi, sur ce que ma compréhension de la logistique aval, qui pour moi englobe un peu tous les processus de la préparation et de la consolidation des commandes, également l'expédition des marchandises et aussi le transport des produits vers le client final. Tout à fait. Euh, voilà, je dirais ça pour présenter le sujet. Mais déjà, Jean-François, est-ce que peux nous dire un peu plus sur ton parcours professionnel? Oui, bien sûr. Donc moi, Jean-François Herbert, donc moi, formateur indépendant depuis bientôt 10 ans. J'ai créé ma structure en janvier 2014. Mais D'accord. auparavant, j'ai surtout une expérience, je dirais, significative côté chargeur. J'ai démarré en fait dans le secteur textile. Et plus précisément celui de la laine, en fait, dans le groupe de Wavrin, ou dans le nord de la France. Moi, je suis de la région de Lille. Mhm. Je m'occupais en fait de toute la gestion administrative à l'export. Donc, il y avait tout ce qui était conteneur maritime, cotation transport, la partie un peu crédoc aussi à l'époque. On travaillait pas mal avec certains pays comme la Chine, l'Australie, qui Ah ouais. demandaient du crédoc. Ensuite, j'ai travaillé dans un groupe agroalimentaire, le groupe Béguincé, Comment, pardon? le groupe Béguincé. Béguincé, Ah oui, les sucres, c'est ça? Béguincé, bon, ça a changé depuis, mais à l'époque, c'était le groupe Ferruzzi, une filiale de Béguincé. Ensuite, ça a été éclaté. Maintenant, c'est l'américain Cargill qui a racheté ça. Mais D'accord. moi, j'étais à l'époque de Béguincé, et là, je gérais en fait des activités plutôt de réception, expédition et l'organisation de transport, là plutôt route principalement. Donc, beaucoup de transport de citernes, hein, puisqu'on faisait, en fait, on transformait le maïs pour en faire de l'amidon, donc de la poudre pulvérulent, de liquide alimentaire. Donc il y avait Mhm. également tout un impact très important sur le HACCP, en fait, sur les dispositions qualité et l'hygiène alimentaire. Et puis il y Oui. avait également tout un process de douane, hein, puisqu'on faisait beaucoup également d'import-export, et on avait ce qu'on appelle une procédure de dédouanement à domicile. Et là, ce qui m'a permis de plonger vraiment dans l'univers et dans les procédures des douanes. Et après cette expérience de Mhm. 9 ans chez Béguincé, je suis parti ensuite dans le secteur pharmaceutique, toujours dans la région Hauts-de-France, où là j'avais la charge en fait du développement logistique à l'international. En fait, D'accord. c'est un labo pharmaceutique qui s'est développé dans toute la partie de poches de perfusion et de transfusion, hein, donc des poches vides, hein, mais destinées bien sûr aux établissements hospitaliers et aux établissements qui reçoivent les transfusions, les poches de transfusion. Et donc là, je gérais principalement toute la partie achat-transport, hein. Donc là, c'était très très vaste parce qu'on expédiait aussi bien du simple colis de 15-20 kilos jusqu'au conteneur complet, Nouvelle-Zélande, Australie. Donc c'était vraiment très très large en termes de transport. Donc j'avais aussi la charge donc de mettre en place des distributeurs, des prestataires logistiques qui servaient un peu de relais, je dirais, en matière de stockage dans ces différents pays. Et Mhm. puis aussi un pilotage d'un entrepôt, donc de produits finis, où là, effectivement, j'ai pris en compte tout le suivi des préparations de commandes, la gestion des capacités de stockage notamment. Et j'ai eu l'occasion à ce titre donc, de développer également des projets de systèmes d'information type TMS, WMS donc, hein, D'accord, ouais. qui était effectivement à l'époque, bon, on n'avait pas, on avait un ERP qui était, on va dire, basique pour les principales fonctions, hein, qui étaient génériques en fait, hein, pour tout ce qui était administration des ventes, pour la finance. Mais même la production n'était pas encore vraiment
enfin, n'avait pas de système relié à l'ERP, hein, et au transport, bon, c'était vraiment encore un mode un peu artisanal. Donc, ça nous a permis vraiment de faire un bond en avant en matière de productivité, et puis aussi, pour ma part, de prendre goût aux activités de conseil de formation, hein, de par en fait cette mise en place de gestion de projet, de système Oui, d'information. Et puis c'est comme ça aussi que je me suis retrouvé après cette expérience donc chez ce laboratoire pharmaceutique auprès de prestataires logistiques, hein. J'ai eu une expérience également comme consultant fonctionnel donc chez un éditeur de TMS. d'accord. Avant ensuite de créer ma structure de conseil de formation. Donc aujourd'hui, j'ai deux types de clientèle. En fait, j'interviens encore beaucoup en sous-traitance, hein, en termes de formation, c'est-à-dire que auprès d'écoles, auprès d'organismes de formation qui m'ont référencé. J'accompagne aussi beaucoup de groupes d'apprenants dans le cadre des formations de capacité transport et commissionnaires de transport, hein. Donc ça, ce sont beaucoup on va dire, de candidats qui sont issus du métier, par exemple, qui sont du personnel roulant, des conducteurs routiers, qui veulent se mettre à leur compte, par exemple, hein, qui veulent créer leur structure, ou bien un projet de diversification d'une entreprise déjà existante, donc TP, agricole, avec possibilité donc de diversifier en faisant du transport public, hein, puisque le transport routier est un secteur quand même très réglementé à ce niveau-là, quoi, en fait, hein. D'accord. Voilà, donc, j'ai cette partie donc de formation donc en sous-traitance, et puis j'ai également bien sûr développé mon offre, on va dire à direct, hein, si je puis dire, auprès de ma clientèle. Donc moi, comment je me suis positionné, puisque voilà, évidemment, je suis pas tout seul dans le monde de la formation. Il y avait beaucoup d'organismes, hein, qui gèrent en fait Tout à fait. ces formations de transport, de logistique. Donc moi, étant donné de par mon expérience, je me suis rendu compte que voilà, dans les entreprises, on a encore souvent beaucoup besoin il y a un besoin réel de formation, de mise à jour des connaissances, et malheureusement, on a de moins en moins de temps. On est de plus en plus dans l'urgence. Il y a des problématiques bien sûr de budget également. Donc j'ai voulu me positionner en proposant une méthode que j'ai appelée la méthode TEMAS, qui signifie tout simplement donc le transport de marchandises de A à Z, et donc de proposer toute une série de modules qui vont être bien sûr tournés autour du transport et des échanges internationaux, qui peuvent aller donc aussi bien de transport routier, maritime, en prenant aussi l'aspect des marchandises dangereuses, parce que je suis également conseiller à la sécurité, donc je peux dispenser des formations, ce qu'on appelle les formations 1.3 de l'ADR, par exemple, hein, pour sensibiliser les collaborateurs aux marchandises dangereuses. Également tout ce qui concerne les échanges internationaux, les incoterms, les fondamentaux de la douane. Voilà, donc j'interviens sur des formations bien spécifiques Oui, de 1 à 2 jours, par exemple, d'accord. pour mettre à niveau, pour améliorer les compétences suite à, par exemple, euh, un changement d'organisation, suite à une prise de poste, une personne, par exemple, se trouvait dans un service production ou comptable et puis qui se retrouve maintenant en logistique, mais qui n'a pas du tout de connaissances, on va dire, théoriques, hein. Voilà, je lui apporte un savoir-faire à tout niveau, hein. Ça peut être donc soit un personnel, on va dire, opérateur, mais ça peut être aussi un personnel d'encadrement, hein. J'ai eu dernièrement un responsable production qui prenait ensuite les commandes, si je puis dire, de l'achat transport, et qui avait besoin justement de comprendre un petit peu les fondamentaux du contrat type, comment négocier avec les transporteurs, quels sont les points de vigilance, etc. Bien sûr. Mhm. Voilà. Et là-dessus, effectivement, c'est un peu mon offre qui est bâtie sur ces différents points, quoi, en fait. D'accord? D'accord. Et en plus de ton parcours, du coup, ce que je comprends aussi, l'avantage quelque part, c'est que tu as vu quand même trois secteurs bien différents. Oui, Voilà, le textile, l'agroalimentaire, le pharmaceutique. Donc oui. je pense que ça t'a permis de voir finalement des situations
diverses et variées. Oui, tout à fait. C'est vrai que j'ai eu la chance effectivement d'avoir un parcours assez atypique et sur des secteurs, je dirais, assez sensibles et sur lesquels, par exemple, bon, bien sûr, la pharmacie, en matière de logistique, c'est vraiment très particulier parce que vous avez ce qu'on appelle une réglementation des bonnes pratiques de distribution hein, qui sont encadrées par comment dire, un arrêté de Mhm. par un peu la sensibilité des produits. Hein. Donc, vous avez par exemple une certification spécifique sur lesquels sont partis certains transporteurs, hein, TNT, Géodis par exemple, qui s'appelle Certifarm, Gondon, transport Gondon également, transport routier. Certifarm en fait propose voilà, de s'aligner sur ce qu'on appelle les bonnes pratiques de distribution, hein, qui est vraiment l'arrêté, le décret, on va dire, officiel pour respecter un petit peu l'ensemble des dispositifs sur les dispositifs médicaux notamment. D'accord. Donc Mhm. effectivement, l'aspect pharmaceutique, un point sensible, l'aspect agroalimentaire également, hein, puisque surtout à cette époque où il y avait beaucoup de ce qu'on appelait les restitutions dans le cadre de la politique agricole commune, hein, dans le cadre là sur l'aspect réglementation douane, où là j'ai également une expérience intéressante. Et puis le textile, bon, qui était, on va dire, c'était un des derniers bastions, je dirais, à l'époque du textile dans les Hauts-de-France, Oui, mais où j'ai bien développé bah, cet aspect justement gestion export et crédoc qui disparaît un petit peu, mais il m'arrive encore de faire parfois j'ai encore des demandes parfois de formation crédoc pour certains transitaires justement qui ont besoin bah, de bien comprendre ces mécanismes pour accompagner leurs clients en fait. Hein. d'accord, ok, très intéressant. Et du coup, Jean-François, la première question que je vais te poser, elle m'est venue un petit peu en fait, en discutant avec mon oncle, parce que donc mon oncle, bon, il travaille chez Price, comment c'est, Price Coopers Waterhouse, là, une société d'audit, et il a avoir pas loin de 60 ans, et il me racontait en fait un petit peu que lui, quand il a commencé, donc je ne sais pas précisément, mais disons il y a un peu moins de 40 ans ou 35 ans, euh, il me disait que l'ordinateur, en fait, c'était vraiment le début de l'ordinateur. À l'époque, quand il a commencé, il avait une secrétaire. Alors c'est très drôle, hein, parce que en Ah fait, la oui, non, mais discussion je est... confirme, hein, on a à peu près, j'ai à peu près le même âge Oui, que ton oui, hein, voilà. et Et alors, effectivement, c'était dans mes intéressant premiers, parce ouais, ouais, que tout à fait. il me disait en fait toutes les révolutions entre guillemets qu'il a connues. Donc il me disait oui bah, si tu veux moi l'ordinateur bon il a fait des études de droit etc. Pendant 2 ans il y avait un ordinateur dans mon bureau je voulais pas m'en servir. Un jour mon boss est venu me dire bon Bernard il va falloir un petit peu se faire violence. Il y a l'ordinateur la secrétaire Ouais, ça va être ouais. terminé. Après il a eu la révolution entre guillemets d'Internet donc il m'a dit bah voilà Internet voilà. Et puis la discussion a dérivé sur finalement l'intelligence artificielle et aujourd'hui voilà ce que Ouais, les ça a eu derniers une développements. évolution Et, formidable, hein, c'est sûr, hein, ces dernières années, et c'est du vrai que coup moi, ma question ça va être ça, ouais. ça va être finalement toi qui es dans ce domaine-là depuis bah, voilà un sacré nombre d'années entre guillemets. Qu'est-ce que tu peux nous faire un petit peu un tour d'horizon voilà sur bah, l'évolution de ces enjeux logistiques là sur ces dernières années. Euh, Qu'est-ce que ça a donné quand on était au cœur du réacteur entre guillemets? Bah, c'est vrai que j'ai, effectivement, dans mes premiers postes, hein, c'est vrai que là, je remémore un peu les premiers postes, notamment quand j'étais dans le groupe textile, le groupe de Wavrin. Il y avait effectivement le responsable transport qui dictait, en fait, ses instructions de transport à sa secrétaire qui tapait à la machine Ah ouais, d'accord. et qui l'envoyait. Donc, c'était, bon, en plus, c'était vraiment un ancien, on va dire. Il aurait très bien pu aussi déjà simplifier. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas encore Internet, pas de mail. Et donc, progressivement, bon, ça, il y a eu effectivement un bouleversement dans l'organisation des tâches, hein, clairement. Hein, et donc, ça a amené aussi des réorganisations en interne dans les différents services logistiques et aussi au niveau du transport. Hein, typiquement, au niveau tout à l'heure, je parlais de la douane, par exemple. Bon, c'est vrai que quand j'étais dans l'organisation, dans l'entreprise du groupe Béguincé, c'était l'entreprise Cerestar à l'époque qui maintenant a été rachetée par Cargill, par reprise par Cargill. Donc, c'était encore avant l'annexion, si je puis dire, ou la suppression des frontières intracommunautaires. Et donc, Oui. dès que il y avait, comme on avait des filiales un peu partout en Europe, en Belgique, en Allemagne, en Italie, en Espagne, avec des flux intracommunautaires très importants, dès qu'il y avait un passage de frontière, il y avait donc automatiquement une formalité en douane.
D'accord? Eh oui, Au 1er janvier 93, les frontières disparaissent et il y a eu un bouleversement complet. Et là aussi, pour l'aspect douanier, ça a été une révolution, on va dire, hein, qui s'est pas forcément toujours bien passé, mais ça a été aussi, en termes de flux, évidemment, beaucoup plus simple, hein, puisque il y avait, on n'avait plus donc de formalité en douane, mais uniquement la CMR, en fin de compte. Hein. En fait, la TVA a ensuite été régularisée en fin de mois par ce qu'on a appelé la déclaration d'échange de biens, mais là qui était plus côté service comptabilité, en fin de compte, hein, puisque c'était plus vraiment une particularité fiscale, quoi, en fait. Hein. Donc effectivement, il y a eu cet impact progressivement des nouvelles technologies, ensuite d'Internet, et maintenant, effectivement, de ce qu'on peut appeler l'intelligence artificielle qui bouleverse complètement, et on se demande jusqu'où on va aller en matière de remplacement des humains, notamment dans les entrepôts. Hein. Les oui, entrepôts actuellement, donc moi j'ai une expérience en termes de responsable logistique avec effectivement, c'était un entrepôt qui était, on va dire, moyennement mécanisé. On a donc mis en place le WMS qui a apporté beaucoup. Aujourd'hui, maintenant, on a un responsable logistique qui souhaite, on va dire, optimiser, améliorer son organisation. Bon, bien sûr, on va faire un audit, par exemple, hein, d'organisation, et on va proposer automatiquement la mise en place, voilà, de petits robots qui vont permettre d'optimiser la productivité. C'est vraiment l'enjeu aujourd'hui. Hein. Bien sûr, Amazon a été un des premiers, ça n'a pas été le seul, hein, mais ça a été un des premiers à promouvoir le principe du goods to man. Donc, en fait, c'est-à-dire que ce sont les rayonnages, d'une certaine façon, les marchandises qui se déplacent vers le préparateur de commande et non l'inverse. Donc, ça a ah déjà oui, été bouleversé complètement le système. Et aujourd'hui, on se tourne là-dessus maintenant. Hein. La plupart les grandes enseignes de distribution comme Leclerc, Carrefour, Auchan, voilà, modifient leurs entrepôts vers des méga hubs très très hauts, très automatisés, avec quasiment plus personne à l'intérieur, uniquement des régulateurs de flux, on va dire, hein, qui s'occupent de la charge des différents robots, et ensuite qu'il y ait des personnes au niveau expédition. Mais c'est vrai que ça devient, c'est une révolution complète, c'est sûr, c'est sûr. mm, ouais. C'est en peu de temps finalement. Enfin, en peu de temps, si on regarde ouais, à l'échelle un petit peu de l'humanité, c'est vrai que ça fait pas mal de changements. Et un petit peu plus récemment, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des difficultés Oui, bah, disons qu'ont eu les que c'est entreprises, vrai ouais. qu'au cours des dernières années, c'est vrai que la logistique aval, comme je le disais, a considérablement évolué. Voilà, en plus, bon, là, on parlait de l'aspect technique, hein, ce qui est important, mais je me souviens que moi, dans mes premiers postes en entreprise, la logistique était vraiment considérée comme un poste de charge, hein, on va dire. Hein. C'est encore la logistique, Oui, qu'il y a eu des problèmes de livraison, il y a eu des produits abîmés, c'est encore le service transport, etc. Et on va dire ceux qui avaient un petit peu entre guillemets le beau rôle, hein, c'était souvent les commerciaux qui apportaient les contrats, etc. Donc, et moi, surtout quand j'étais la partie labo pharmaceutique, hein, on n'avait pas du tout d'organisation dite supply chain oui. avec, je dépendais par exemple du directeur commercial. Donc, lui, Ah oui. clairement, c'était expédier, expédier, expédier pour que les clients puissent avoir les produits au plus tôt. Il n'y avait pas du tout cette notion d'organisation, de tournée, d'optimisation des coûts, etc. Euh, et ça, je dirais que c'est arrivé progressivement ensuite. Hein. Disons que maintenant, de plus en plus, on parle donc Oui, d'organisation supply chain. Hein. Donc, oui. l'organisation supply chain, ça veut dire qu'aussi on apporte de la compétence, du savoir-faire, et on se rend compte que la logistique, c'est pas uniquement un poste de charge, mais ça peut apporter clairement une valeur ajoutée aux clients dans la Oui. mesure où la logistique est bien organisée et dans la mesure où il y a des bonnes compétences et où le responsable supply chain peut prendre en compte le besoin du client sur l'ensemble de la chaîne transversale, quoi. En fait, ça, c'est ça qui est important. Donc, c'est vrai que j'accompagne parfois des entreprises en termes d'audit qui sont en train, si vous voulez, de monter en puissance et de par une organisation un peu
entre guillemets traditionnelles, elles ont besoin justement de faire éclore ces compétences supply chain, ces compétences logistiques, et de les détacher un petit peu pour qu'il y ait vraiment cette notion de transversalité. Parfois, vous avez dans certaines entreprises un organigramme avec, on voit bien responsable supply chain, mais en fin de compte, dans la réalité, vous voyez, c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours facile hein, d'avoir une organisation de supply chain à part entière. Il faut vraiment une indépendance, une possibilité d'avoir cette vue transversale. Et à partir de là, c'est vrai que on va monter en compétence les collaborateurs, on va les former aux nouvelles méthodes, aux nouvelles technologies. On va parler maintenant donc de supply chain digitale, hein, avec également la dématérialisation des documents, des lettres de voiture, des protocoles de sécurité, etc. Et ça apporte également, bien sûr, un plus en matière de qualité de service, bien entendu. Hein. D'accord? D'accord. Donc finalement, on pourrait, ajouter aussi, dans les évolutions sur ces 20 dernières années quelque part, finalement une émancipation finalement de la fonction, logistique et ça a été ça finalement, si je comprends, hein, ce que Oui, tu oui, nous oui, dis oui. et quelque part elle a fini pardon, par être valorisée entre guillemets «à sa juste valeur» et par rapport Oui, à la oui, valeur oui, qu'elle tout à apporte à fait. l'entreprise, hein. C'est vrai que typiquement, par exemple, aujourd'hui, dans les cahiers des charges, voilà, l'aspect logistique, c'est un plus parce que ça peut apporter une qualité de service, ça peut apporter, et ça, la quasi, je dirais, totalité des entreprises, des clients l'ont bien compris. Hein, on parle vraiment de services en plus, et ceux justement qui l'ont peut-être pas encore bien intégré, voilà, ça veut dire qu'ils ont encore une logistique un petit peu à l'ancienne avec une qualité de service qui n'est pas forcément suivie par manque de temps, etc. Mais c'est clair que maintenant, il faut considérer la logistique comme une véritable valeur ajoutée, avec bien sûr une organisation à mettre en place, un investissement de départ, mais qui sera effectivement très rapidement, on va dire, rentabilisé. C'est pour ça aussi que beaucoup d'entreprises préfèrent aussi de plus en plus externaliser la quasi-totalité de leurs Eh oui, services auprès de spécialistes, hein, on va bien dire de sûr. prestataires. Hein, c'est ce que voilà les différents niveaux d'externalisation, on les retrouve aussi. Hein. Une entreprise va dire moi voilà je suis spécialisé par exemple dans la fabrication de meubles ou bien dans la fabrication de tel ou tel produit. La logistique c'est pas mon truc, j'externalise et je fais confiance à DHL, TNT, Géodis, etc. Pour toute l'organisation du transport par exemple. Hein, Mmh. ça c'est assez courant. Et ou alors, vous allez avoir bon, certains grands groupes ou certaines entreprises qui ont une structure un peu plus conséquente et où là, on retrouve aussi des compétences transport, des compétences logistiques à part entière, en fait. Hein. En fait, moi, quand j'interviens en entreprise, soit pour des missions de conseil, mais principalement donc de formation, je m'aperçois souvent qu'il y a un réel besoin de monter en compétence les collaborateurs hein, suite donc à soit une réorganisation, ça peut être un changement de poste, ça peut être aussi une évolution de la réglementation. Il Ouais. y a eu, par exemple, l'année dernière, un changement au niveau de la TVA, par exemple, sur la douane, l'autoliquidation. Bon, ça, c'est un impact. Il peut y avoir aussi au niveau du transport l'ensemble des contraintes environnementales qui se mettent en place. Voilà, ça aussi, ça c'est des aspects importants. Euh, pour les transporteurs, par exemple, la suppression du remboursement de la TICPE, hein, qui fait que en 2030, ça veut dire que aujourd'hui, ils peuvent rembourser partiellement le carburant qu'ils achètent en France et qui est consommé. Ouais. En 2030, ce sera supprimé. Certainement qu'il y aura d'autres aides en parallèle pour aider ces transporteurs, mais on va plutôt à mon avis, hein, Oui, les destiner vers un carburant alternatif, oui, électrique, hydrogène, ou tout voilà, à fait. Mmh. certainement. Hein. Oui, oui. Mais voilà, ça c'est effectivement des questions sur lesquelles les entreprises ont besoin d'être accompagnées. Et aujourd'hui, c'est clair qu'on vit malheureusement aussi une situation économique un peu dégradée, hein, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'entreprises aussi qui sont un peu prudents dans les demandes de formation. Elles sont un peu mises de côté, hein, même parfois des formations quasi obligatoires, comme par exemple les marchandises dangereuses. C'est normalement tout collaborateur qui est amené à manipuler ou à gérer de la marchandise dangereuse est tenu d'avoir une formation tous les 2 ans. Bon,
moi, je m'aperçois que c'est pas toujours le cas, hein, loin de là, parce que Oui, on oublie, on met ça de côté, et puis on essaye de faire part, d'utiliser éventuellement voilà, le CPF, ce qui n'est pas toujours le possible non plus. Moi, souvent, quand j'interviens en entreprise, les stagiaires me disent, ah, ben, ça fait bien 2 ans, voire plus, qu'on a fait cette demande de formation, mais ça passait pas au budget, etc., etc. Voilà, bon. Et donc, il y a un réel besoin qui n'est pas toujours, on va dire, accompli au niveau donc de cette montée en compétences. Voilà, donc il faut aussi savoir, voilà, au niveau des formateurs comme nous, savoir se démarquer et puis proposer. C'est pour ça aussi donc que j'ai mis en place cette méthode de TEMAS qui, à mon sens, concerne bien ces entreprises qui sont pris par le temps, pris dans l'urgence et qui n'ont pas la possibilité, voilà, on va dire de mettre des collaborateurs pendant une semaine en formation. Je veux dire déjà une journée. Souvent, vous leur proposez un programme de formation, on va dire sur 2 jours ou sur 3 jours. Ah bah oui, c'est super, c'est intéressant, c'est ce qu'on a besoin, mais vous pouvez pas faire la même chose en une journée. Oui, ouais, c'est sûr. par exemple. Voilà, Mm. donc il y a un réel besoin, mais on sent que les entreprises, il y a un climat quand même qui est assez Ouais, tendu, frileux. Ouais. un peu frileux, exactement. D'accord. Et alors justement, puisque tu parles donc de conseils et d'activités en entreprise, est-ce Oui, que tu pourrais nous dire un petit peu quelles erreurs, quels dysfonctionnements tu es amené à voir en fait, enfin, ok, pas tous, parce que bien sûr, ça prendrait trop de temps, mais ouais, ouais. un exemple, quoi. Ouais, ouais. Eh bien, bien, en fait, c'est vrai que il m'arrive donc de faire un peu de conseil, hein, même si le conseil n'est pas toujours bien perçu. En fin de compte, la fonction de consultant en tant que telle n'est pas toujours bien perçue dans les entreprises, hein, parce que très souvent, très souvent, je m'aperçois que le consultant va être contacté un peu en dernier recours après plusieurs tentatives de résolution du problème en interne. Ouais, Euh, voilà, un avis d'expert extérieur est pourtant souvent une véritable valeur ajoutée, hein. Le coût de l'intervention est bien entendu le frein principal, hein, ouais, parce que là, ce qu'on appelle les OPCO donc, ne vont pas pouvoir prendre en charge l'investissement d'une mission de conseil, hein, contrairement tout à à une fait. intervention de prête de formation, hein. Donc là, on est vraiment sur du consulting, sur du conseil. En fait, l'expertise et la qualité, je dirais, du consultant doivent normalement permettre un retour sur investissement, un ROI, donc qui va conforter ces préconisations. Hein, c'est ce qui s'est produit, par exemple, dernièrement, lorsque j'ai accompagné un distributeur de matériel médical qui travaille en grande majorité, enfin même exclusivement en e-commerce, on va dire, sur Internet. Ouais, Donc c'est du matériel médical divers et variés, à la fois pas forcément, ça peut être aussi un peu sur du confort, quoi. C'est pas des médicaments, hein, c'est vraiment du matériel assez large. Et en fait, il constatait que ses coûts de distribution augmentaient d'année en année de façon assez importante, de près de 10%. Voilà. Et cela malgré, on va dire, une mise à jour suite à une mise à jour d'un appel d'offres transport avec un changement de transporteur. Il travaillait de mémoire avec Ciblex, qui est un transporteur spécialisé dans les petits colis, hein, qui a une très bonne qualité de service. Et suite à cet appel d'offres, voilà, ils avaient estimé une diminution du budget transport de 5%. Et malgré ça, ça continuait à augmenter de 10% d'année en année. ah oui, d'accord. Donc la situation était réellement incompréhensible pour le dirigeant qui ne comprenait pas et qui au départ avait eu du mal aussi à accepter cette mission de conseil. De toute façon, ça va rien changer, etc. Enfin bref. Et en fait, après donc analyse de leur process de commande, je me suis aperçu que la règle du franco qui avait été mise en place chez eux n'était quasiment jamais respectée par souci de ne pas froisser le client ou de faire plaisir aussi à un client important, puisqu'en fait tout le process de commande était géré par le service ADV. D'accord, qui gérait les commandes, donc, qui n'avait pas du tout même de connaissance de transport, qui connaissait pas non plus, qui n'avait pas euh, connaissance, je veux dire, de l'impact que pouvait avoir ce franco et la non-répercussion surtout des coûts de transport. Et donc, clairement, le service ADV privilégiait le service client, hein, croyons bien faire, sans mesurer les conséquences de ne pas répercuter les coûts de transport. Et Ah donc, oui,
ça avait un impact quand même très flagrant sur les coûts de distribution. Donc, effectivement, quand le patron a vu ça, il a dit, ah bah oui, effectivement, je m'attendais pas à ça, j'étais persuadé que le franco était bien respecté, et en fait, non. Voilà, donc là, il fallait remettre un petit peu au goût du jour, de nouveau, de sensibiliser, je dirais, voilà, les collaborateurs et aussi former, monter en compétences. Hein, je reviens un petit peu à ce que je disais. C'est parce qu'en fait de compte, là, les collaborateurs étaient vraiment figés sur le service client, ne pas froisser les clients, mais ils n'avaient pas ce côté, on va dire, un peu fonctionnel qui avait été formé, quoi, en fait. D'accord. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple, ça peut être sur la mise en place, par exemple, d'un TMS. Hein, donc là, ça me permet d'intervenir un peu plus euh, sur, par exemple, l'organisation en termes de transport des tournées de livraison. Euh, donc moi-même, j'avais mis en place un TMS. Bon, l'idée, quand j'avais voulu mettre en place le TMS dans l'entreprise où je travaillais, c'était surtout pour gagner du temps, en fin de compte, puisque moi, en tant que chargeur, j'avais deux assistantes logistiques là, qui avaient des tarifs transport encore, on va dire, avec des registres, on va dire, papier, on va dire, qui téléphonaient aux transporteurs, est-ce que vous êtes dispo, voilà. C'est passer beaucoup, beaucoup de temps sur la réservation, la confirmation et le contrôle également des confirmations de commandes, alors que le TMS, voilà, a pu Et oui. facilement nous envoyer automatiquement des heures de transport, nous contrôler les préfacs, etc. Donc ça a été un gain très, très intéressant. Et j'ai eu l'occasion eh bien, de mettre en place aussi ce TMS pour une coopérative laitière, on va dire, hein, qui était spécialisée donc sur des ramasses de collecte de lait dans les fermes, Ouais. qui avait progressivement, suite à des rachats de différentes compagnies, parce que c'était des petites structures, mais qui avaient pris quand même qui était devenue une structure importante, et qui était restée, on va dire, une organisation un petit peu là aussi, elle n'était pas du tout digitalisée, quoi, en fait de compte. Hein. Et suite à la mise en place donc, d'un outil de planification et d'optimisation de ces tournées, voilà, on a pu également, donc, suite à la formalisation d'un cahier des charges, on a déployé une solution adaptée à l'environnement du client. Hein, et on a eu un payback qui a été réalisé en moins de 2 ans, donc qui était voilà, un payback intéressant quand même. Euh, Malgré aussi parfois quelques freins à la mise en place de certains collègues, certains collaborateurs qui craignaient, on va dire, des difficultés sur. Il y a toujours un peu, ça c'est le changement, hein, dès qu'on change quelque chose dans les entreprises, que ce soit dans l'entrepôt ou bien dans la partie transport, c'est ce que tu disais tout à l'heure avec ton oncle qui ne voulait pas utiliser l'ordinateur à l'époque. Il y a toujours la crainte voilà, que soit le système ne va pas marcher, ou bien que ça va être trop compliqué, ou bien aussi que il va travailler pour nous quelque part. C'est la crainte. Hein. Et ouais. Mais clairement, c'est un gain quand même très intéressant. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, en matière de transport, pour optimiser son budget transport, voilà, le TMS est un outil incontournable. Quoi. Je dirais qu'il faut régulièrement faire des appels d'offres, ne pas hésiter à mettre en concurrence les prestataires et surtout aussi avoir quand même connaissance des fondamentaux du transport, de la réglementation du transport, le cadre juridique, les contrats types, ce que peut faire le transporteur, les clauses que l'on peut négocier, de façon à pouvoir à parler, on va dire, le même jargon avec son prestataire et puis entrer vraiment dans une négociation intéressante, en fait. Hein. Ça mène à te poser cette question-là. Finalement, quand on est voilà, dans l'opérationnel, quel type d'indicateur on va utiliser dans la logistique justement pour mesurer là, cette efficacité, cette efficience de la logistique aval? Alors, en fait, concernant les indicateurs de la logistique aval, moi j'évoque souvent ce que j'appelle le triangle magique, qui est en fait Mhm. composé des trois incontournables critères, coût, qualité, délai. C'est effectivement systématiquement quand on veut mesurer une performance transport, performance préparation de commande, on va au minima aller chercher bien sûr la notion de coût, de qualité en matière de respect de l'emballage, respect des produits, de la prestation et bien sûr du délai. Hein. Euh,
souvent, j'ai remarqué également que les gestionnaires de transport ou les acheteurs, par exemple, de prestations logistiques, ne prennent pas toujours le temps, justement, de formaliser le suivi des anomalies, le suivi des incidents avec les différents prestataires, ce qui fait qu'en fin d'année, quand on fait un bilan, ben, on n'a pas forcément suffisamment de billes, si je puis dire, pour négocier, alors que ça peut être justement un levier de négociation pour l'acheteur, mais aussi un levier de progrès pour le prestataire que l'on va inciter à s'améliorer par la mise en place d'actions correctives, par exemple. D'accord. Euh, il y a une dizaine d'années, on va dire que le taux de service, le taux de service global, puisque ça c'est aussi ce qu'on va reprendre principalement pour performer, pour mesurer, on va dire, la prestation logistique et de transport, s'assurer que sur 100 livraisons, combien de livraisons sont arrivées dans les délais, dans les bons, en bon état, avec l'ensemble des produits demandés et non pas quelques produits qui n'étaient pas disponibles. Voilà. Donc, ce qu'on appelle donc ce taux de service moyen, on va dire, était de 95%. D'accord. Aujourd'hui, il se situe plutôt à 98% facilement, hein, D'accord. Ouais. voire même plus. Hein. Par exemple, lors d'une formation, un apprenant qui travaillait chez BMW, pour pas les nommer, Mhm. m'indiquait que son taux de service qu'il avait convenu avec son prestataire logistique Aval était de 99,5%, Ouais. avec en plus des pénalités en cas de retard de livraison ou des pénalités s'il avait oublié des colis sur le quai au moment de la collecte. D'accord. Donc, D'accord. bon, ça là, c'est un exemple qui ne reflète sans doute pas la majorité des entreprises, mais il montre quand même l'évolution du L'évolution. Ouais. niveau d'exigence des clients par rapport à ce taux de service. Cette évolution qui a aussi été boostée par le développement du e-commerce, hein, puisque avec le e-commerce, on a effectivement la possibilité d'exiger des délais de livraison plus court, et puis aussi des nouvelles technologies, hein, la traçabilité, le tracking. La plupart maintenant, la quasi-totalité même des transporteurs vous proposent, quand vous commandez en ligne notamment, ou même sur du B2B, vous proposent des systèmes donc de tracking qui permettent voilà, de suivre vraiment le colis et d'améliorer aussi son suivi, je dirais. D'accord. Ouais. Parce que effectivement, bon, ça va ouvrir un petit peu, peut-être trop large, mais cette réflexion, je la trouve intéressante parce qu'à un moment donné, tu parles de 99,5. Moi, c'est mon ancienne casquette planificateur de production, mais j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas un excès entre guillemets? Est-ce que finalement, est-ce que c'est rentable d'aller viser un taux de service à 100% ou disons Oui, mais complètement. 99,5 versus ce que Complètement. ça pourrait nous coûter, soit en stock, soit, je sais Exactement. pas. Alors après, il faut recadrer ça dans l'environnement d'entreprise. Là, il s'agissait, on va dire, de pièces automobiles Oui, destinées à livrer les concessions. et Donc, il oui, n'y avait pas de pack de production, puisqu'en fait, les produits étaient dispo dans l'entrepôt, d'accord? Mais même, quoi, même vis-à-vis du prestataire qui a signé, quoi, il s'engage quand même. Et a priori, il était pas mal en termes de respect du taux de service. Donc, ça montre aussi que après, avec des organisations, encore une fois, bien huilées, bien cadrées, bien anticipées, hein, parce que l'anticipation, on va dire, c'est vraiment le nerf de la guerre aussi au niveau de la logistique. Hein, quand on voit en fait tout ce qu'on arrive à faire en termes de délai, c'est que derrière, vous avez une machine de guerre avec effectivement des process qui sont bien établis, des systèmes d'information qui sont bien paramétrés, puis aussi des collaborateurs qui sont bien formés. Hein. Je reviens aussi oui. à la compétence donc des collaborateurs qui permettent bien d'apporter des taux de service aussi importants que du 98 voire plus quoi. Très bien, très bien. Bah, écoute, Jean-François, merci un petit peu là pour cet éclairage, pour cette discussion en fait, hein. Oui, merci à toi. C'était très intéressant. Juste une dernière question, concrètement, là, si des auditeurs là, veulent te contacter pour, pourquoi pas une formation Oui, ou avec du plaisir. conseil. Donc, je n'ai pas de site internet. Moi, je travaille exclusivement sur LinkedIn, en fait. Hein, donc, sur LinkedIn, donc JFH Consulting ou bien directement Jean-François Herbert. Il y a possibilité de prendre un rendez-vous bien sûr gratuit, téléphonique, hein, pour comprendre un petit peu le besoin. Et puis, à partir de là, voilà, on peut effectivement mettre en place une offre adaptée à un besoin spécifique. Il n'y a pas de souci, bien entendu. Hein. Ok, eh ben, très bien. Je te remercie, Jean-François.
Merci à toi, Boris. Au plaisir. Au revoir, à bientôt. Au revoir, à bientôt.